Voilà, bonsoir à tous, quelle joie de vous retrouver. Bonsoir. Voilà, vous nous avez énormément manqué et ce soir, nous avons la chance de recevoir deux grands hommes. Oui, Hein, et on en sent tout tout cas, plus petit. grand que nous, en tout Voilà, cas. On c'est ça, sent tout petit à côté d'eux. surtout plus petit pour Nicolas. Alors, nous avons en face de nous donc Emmanuel Blin et puis Peter Bogat qui nous font la joie de venir parler sur ce thème, aller aux périphéries, le rôle de l'entreprise dans la lutte contre l'exclusion. Alors peut-être démarrer par une petite présentation de chacun de vous. On va dire deux mots et puis évidemment vous complétez parce qu'en fait vous vous connaissez un peu mieux que l'on ne vous connaît. Alors Emmanuel, toi tu as monté une société qui s'appelle Take Care for All, TC4A. C'est ça, hein. En 2017, voilà, après 20 ans de carrière dans l'industrie pharmaceutique. Tu as été notamment membre du comité exécutif de Bristol Myers Squibb, où tu as été directeur de la stratégie et co-responsable de la commercialisation. Tu vois, on sait plein de choses sur toi. Après avoir occupé une série de postes à la tête d'opérations nationales et régionales en Europe, en Asie et en Amérique. Alors, c'est Nicolas qui a fait les présentations, donc il y a énormément de textes. Je vais arrêter immédiatement parce que sinon ça va être trop Oui, long. parce qu'entre les deux, c'est moi qui travaille. Lui, il parle. Voilà, tu as travaillé aussi chez Sanofi. Et puis, tu as une caractéristique absolument fondamentale pour nous qui sommes ici en France, c'est que tu es quand même, tu habites en Belgique. Voilà. Tu es belge d'ailleurs? Personne n'est parfait. Non, non, je suis français. Ah bon, très bien. Ben, on est rassurés. Génial. Peter, pour toi, la vie a commencé, tu m'as dit, où ça d'ailleurs? Tu es né à Clichy, voilà. Clichy. Et voilà. Et aujourd'hui, tu vis à Bondy. Et Peter a une caractéristique bien particulière, c'est que tu as une famille qui est guadeloupéenne. Donc, s'il y en a qui, après le Covid, veulent passer des vacances en Guadeloupe, vous vous adressez à Peter. En plus, je crois que la famille est sur les deux ailes du papillon, donc toutes les plages sont possibles, c'est ça? Voilà. Toi, Peter, tu es ingénieur en énergétique. Voilà. Tu as fait de la conduite de travaux chez Eiffage et ensuite tu as été en bureau d'études chez Coteba. Et tous les deux, vous avez vécu un moment de conversion dont vous allez nous parler par la suite. Et aujourd'hui, Peter, pour ta part, tu es responsable de l'association RIBAT qui a été créée par le Rocher à Bondy. Voilà. Et tu t'occupes évidemment de la réinsertion des jeunes des banlieues. Et donc, tu vas nous en parler parce que je crois que c'est une histoire de ta vie aussi et une frustration et un désir pour te battre pour ces personnes-là. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter d'important? Peut-être qu'Emmanuel, tu pourrais nous parler un petit peu plus précisément de ton activité actuelle avant de nous parler de ton itinéraire et de la façon dont ta vie a basculé pour lancer un tel projet. Oui, alors déjà peut-être rajouter que je suis membre des EDC. Ah oui, tu as cotisé donc. Voilà, ouais, j'ai cotisé. Je salue d'ailleurs mes amis belges qui sont probablement certains à être connectés. Donc, je suis responsable d'une équipe en Belgique et donc membre de la région internationale des EDC, dont je vais d'ailleurs prendre la responsabilité à la fin de l'année en essayant de prendre la suite de Dominique Gardy, même si on ne peut pas prendre la suite de Dominique Gardy. C'est très compliqué. Voilà. Voilà, alors donc oui, mon activité actuelle, donc j'ai une entreprise qui s'appelle Take Care for All que j'ai créée donc il y a 4 ans, qui commercialise des solutions de santé digitale en Afrique et en Inde. On a aujourd'hui une vingtaine de personnes et on est très très focalisé sur la formation médicale continue des professionnels de santé dans les pays les plus pauvres. Et l'entreprise a évidemment beaucoup accéléré et s'est beaucoup développée dans les 15 derniers mois parce que les professionnels de santé de ces pays, encore moins que nos médecins, encore moins que nos infirmiers dans nos pays, avaient accès à une information de qualité et fiable, et notamment pour ce qui concerne la prise en charge de la Covid-19. Voilà, donc on est très focalisé là-dessus. On a eu des opérations à Dakar, à Nairobi, au Nigeria et dans plusieurs villes indiennes. Et l'originalité vraiment pour toi, de ce que j'ai compris, c'est que tu as monté une entreprise, et ce n'est pas une ONG.
mais c'est véritablement un projet entrepreneurial à la tête duquel tu te trouves. Oui, alors pour ceux qui ne sont pas forcément très familiers avec ce monde, il y a ce qu'on appelle le monde du global health, de la santé mondiale, qui est en fait une partie de l'aide au développement, qui est comment faire en sorte que les systèmes de santé de ces pays, il faut imaginer que quand il y a 1000 médecins en France, il y en a un au Sénégal, en proportion de la population. Donc, il y a une partie de l'aide au développement, un peu moins de 10%, qui est consacrée à l'amélioration des systèmes de santé dans ces pays pauvres. Et cette aide au développement, elle est essentiellement portée par des ONG qui sont elles-mêmes financées par des grandes agences d'aide au développement qu'on connaît. Il y a l'AFD en France, il y en a d'autres. La plus grosse dans le monde, c'est USAID. Et qui sont également financées par des fondations, par des philanthropes, le plus connu étant la Bill et Melinda Gates Foundation. Et donc, c'est un monde où essentiellement, il y a des projets qui sont financés pendant 5 ans par des projets d'aide au développement, des donateurs. Et puis, au bout de 5 ans, si les budgets ne sont pas renouvelés, ce qui arrive assez souvent, les projets tombent. Et donc, l'idée de créer une entreprise dans ce domaine-là, c'est de se dire, une entreprise, elle doit créer son propre modèle économique pour devenir durable. Et donc, par essence, par définition, si on arrive à créer notre modèle économique, et je pourrais y revenir, on pourra probablement créer des solutions pérennes et durables dans ces pays et ne plus dépendre des aléas inévitablement liés au budget d'aide au développement. Merci beaucoup. Alors, c'est un changement de vie pour toi. Enfin, il y a eu un avant et un après cette société. Est-ce que tu pourrais juste nous dire un peu, c'est quoi le parcours qui t'a amené là? Oula, il va falloir un petit peu de temps. Non, je vais essayer de faire court. Donc moi, j'ai eu la chance de grandir en Afrique noire, enfant. Et puis donc ensuite, j'ai fait mes études en France, j'ai fait un MBA à l'ESSEC, etc. Ensuite, j'ai fait une carrière dans l'industrie pharmaceutique qui m'a amené à diriger une partie de Bristol Myers Squibb, qui est une très grande entreprise américaine. Et j'ai passé les 4 dernières années de ma vie chez Bristol Myers Squibb au comité exécutif du groupe, où j'étais de plus en plus en situation de dissonance personnelle. Et c'est le moment où j'ai rejoint les EDC à New York. Et donc, c'est dangereux de rejoindre les EDC. Oui, donc c'est dangereux de rejoindre les EDC, parfois. La vie peut changer. Oui, effectivement, ça a accéléré une prise de conscience. On avait travaillé, ma dernière année chez BMS, on avait travaillé sur le bien commun. Et je vous passe les détails, mais l'entreprise a été l'objet d'une attaque de fonds vautours suite à une étude clinique négative qui a fait s'écrouler le cours de bourse. Alors, à l'époque, l'entreprise valait plus de 70 milliards de dollars en bourse et s'est écroulé de plus de 20 milliards en quelques heures. Les fonds vautours sont rentrés, ont exercé un chantage, etc., comme ils peuvent le faire. Et au même moment, je suis parti pour la fondation de l'entreprise. Je suis parti faire un voyage au Botswana, à Gaborone, capitale du Botswana, pour ouvrir le premier centre en Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, le premier centre de prise en charge des cancers pédiatriques. Il faut savoir qu'en Afrique, il n'y a aucune prise en charge des cancers pédiatriques, aucune, organisée. Et donc, la fondation BMS ouvrait le premier centre. Et donc, je vais dans l'hôpital où on ouvre le centre et je rentre dans le service d'oncologie de l'hôpital. Et là, je rentre dans une salle où il y avait une centaine de personnes allongées dans des conditions effroyables, avec leurs familles, dans des conditions d'hygiène terribles. Et je vois des gens qui n'étaient même pas des infirmiers en train de préparer les chimiothérapies dans une cuisine. Et là, il m'est arrivé, en gros, ce que le pape François nous demande au début de Laudato Si, qui est de faire soi la souffrance des autres, faire soi la souffrance de la planète, faire soi la souffrance des autres. Et j'ai passé beaucoup de journées à pleurer, à réfléchir, etc. Et ça a évidemment alimenté de façon extrêmement forte mon choix de changer de vie et de créer cette entreprise in fine, avec un parcours de discernement personnel qui a été compliqué.
parce que je pense que bon, tous les dirigeants qui écoutent ce soir le savent bien, à la fois dans des entreprises grandes où on grandit, on devient dirigeant, mais aussi dans sa propre entreprise qu'on fait grandir, on ne devient pas dirigeant sans être ambitieux, sans aimer la réussite, sans avoir une forme de goût du pouvoir, de goût de l'argent, sans avoir un certain ego. Et donc, vouloir changer de vie, à un moment, on s'expose à ses propres fragilités. Et donc, pour moi, la question, au-delà de cet événement qui m'a vraiment bouleversé suffisamment en profondeur pour me dire il faut que je consacre ma vie à aider des personnes qui n'ont pas accès à la santé, à y avoir accès. Au-delà de ça, il y a eu tout ce chemin sur lequel je suis encore aussi, qui est de à quoi je suis prêt à renoncer en fait. Est-ce que je suis prêt à renoncer au pouvoir? Je dirigeais une organisation de 13 000 personnes. Est-ce que je suis prêt à renoncer au statut? Est-ce que je suis prêt à renoncer à l'argent? Je gagnais énormément d'argent. Est-ce que je suis prêt à renoncer à la vie que j'avais? Je partais travailler en hélicoptère dans le New Jersey, de Manhattan. Je voyageais en jet privé. Voilà. À quoi je suis prêt à renoncer? C'est pas éco-responsable. Hein. Voilà. Ça, c'est un bon renoncement. Et c'était en plus pas éco-responsable déjà. Donc voilà, donc alors c'est une situation qui est très paroxystique, on va dire, ou extrême, d'une bulle qui est créée pour des dirigeants de grands groupes. Mais je pense qu'on peut tous à un moment donné se retrouver dans cette situation où on se dit bon, à quoi je suis prêt à renoncer? Et en fait, c'est ça le plus difficile pour se mettre au service des pauvres. Et alors, comment tu as négocié ça avec ta famille? Parce que c'est bien de changer de vie et d'être touché et bouleversé personnellement, mais évidemment, ça a des impacts aussi sur autrui et ceux qui nous entourent. Comment tu négocies ou as-tu négocié ce virage si brutal, si fondamental dans ta vie familiale? Christine, mon épouse, avec qui nous fêtons nos 30 ans de mariage l'année prochaine, yes. A été beaucoup plus qu'accompagnatrice, un pilier du changement de vie dès le départ. Et il n'y a jamais eu de question dans la famille et dans notre couple autour de est-ce que c'est bien ou pas bien, souhaitable ou pas souhaitable. Faisons ce qui nous paraît être nécessaire. Voilà. Comme un fruit mûr. Peter, toi, tu as aussi un moment de, j'allais dire, de conversion, que tu as vécu, toi, dans ta chair, parce que après avoir fait ces études, tu as vu, en fait, tous ces jeunes qui étaient en attente, qui étaient au chômage, qui ne savaient pas, et tu t'es posé cette question-là, mais qu'est-ce que je peux faire pour eux? Est-ce que tu peux nous raconter aussi ça? En fait, je ne me suis pas demandé qu'est-ce que je peux faire pour eux. Je me suis dit, je peux faire quelque chose pour eux directement. Parce qu'en fait, j'avais eu la chance d'avoir des parents très présents. Donc, un soutien à toute épreuve, pas économique, mais en tout cas un soutien moral. Et on te soutient quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, moi, je me suis toujours dit, à côté de moi, j'avais des amis qui n'avaient absolument pas ce soutien-là. Et donc, je me disais toujours, il y avait quelque chose qui était assez injuste et que je me reprochais pas, mais je me disais c'était pas juste que moi j'ai ça et les autres n'aient pas forcément. Et je voyais la différence en fait. Donc quand moi je revenais voir mes parents, en fait je voyais de plus en plus d'endroits dans la cité où on peut comprendre assez rapidement. Je dis jamais mon âge, mais je suis quand même jeune. J'ai travaillé un certain nombre d'années, mais du coup, je me disais, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est en train de se jouer là. Et le problème, c'est que quand on réussit, finalement, on part. Parce que moi, autour de chez mes parents, il y a 12 000 personnes qui habitent à 97% dans des HLM, donc habitat loyer modéré. Et dedans, en fait, pour y accéder, il faut avoir des conditions sociales
basse. Donc ça veut dire que moi, en tant que même ingénieur junior, j'étais déjà trop élevé en termes de revenus. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant à ce moment-là. Donc je ne peux pas prétendre à habiter dans la cité. Donc ce qui veut dire que les jeunes se retrouvent en fait finalement qu'avec des jeunes qui sont, en tout cas à l'instant T, en situation d'échec. Et pas, ils ne me voient pas moi partir au travail, ils ne me voient pas revenir. Et les autres qui ont réussi aussi autour de moi, on ne les voit pas parce qu'ils partent dans les villes aux alentours, le Rincy, Villemomble, etc. Ou sont des villes un peu plus aisées et on peut y prétendre avoir un petit studio quand on commence dans la vie ou un petit 2 pièces. Et je trouvais ça pas juste. Et je me disais, en fait, s'il n'y a pas de repère pour ces jeunes-là, ben, comment je peux me dire que c'est possible? À quel moment je me dis que ben, finalement, si lui, il a pu le faire, je peux peut-être le faire. Ou si je ne sais pas comment il a fait, ben, je pourrais peut-être lui poser la question. Et en fait, on n'a pas ça. Et l'idée de l'association, alors, ce n'est pas moi qui ai à l'initiative de l'association Ribat, mais c'était de se dire, en fait, dans ce même lieu, comment on peut faire cohabiter un jeune qui, là, maintenant, est en train de dealer, soyons très clairs, un jeune qui est en train de décrocher parce que toute la journée, il a un sac sur le dos, mais il ne va pas en cours, et un jeune qui travaille et qui aimerait bien aussi pouvoir continuer à garder le lien avec les personnes de la cité. Et donc, du coup, en fait, c'est dans cette atmosphère-là qu'on a créé l'association et qu'on a commencé, en fait, à avoir un lieu où il y a un professeur de PS qui vient de la cité, il y a un jeune qui travaille chez Hermès en qualité, qui vient de la cité, et il y a un jeune qui se dit j'ai 16 ans et je ne vais jamais y arriver parce que je viens de la cité. Et tout ça fait que bah, finalement, on essaye d'avoir des pairs qui sont un peu, qui soutiennent le jeune, c'est pas financièrement, mais c'est déjà par le témoignage, par la présence, et juste de voir un jeune qui a réussi, en tout cas à son image, ben, ça donne une motivation. Et il y a un troisième pilier qui est important, et ça, c'est vraiment avec le Rocher. L'idée, c'est aussi de faire venir des personnes qui sont extérieures, donc des entrepreneurs, des dirigeants qui ont un autre statut et qui ne ressemblent pas forcément aux personnes qui sont dans la cité, et qui, eux aussi, viennent finalement apporter une autre touche et qui disent bah, aux jeunes, bah, moi, je peux te prendre en stage, on va voir si on peut, si on a du réseau, si on peut faire entrer. Et ça, c'est important aussi qu'on ne soit pas en vase clos, parce que ça peut être aussi un piège, et d'ouvrir à l'extérieur, et on fait des choses avec des entreprises. Voilà. Mais en tout cas, ça a été un choc. Alors, est-ce que tu peux nous raconter le moment précis où ça a basculé pour toi, où tu t'es dit, je vais changer de vie, un peu comme Emmanuel tout à l'heure? Je me souviens bien du jour. Hein, enfin, le jour, je ne saurais pas dire c'est lequel, mais en tout cas, j'étais devant mes 2 écrans. Je faisais de l'étude d'impact environnemental. Donc, sur des projets, il faut dire on peut récupérer l'eau de pluie, on peut mettre des panneaux photovoltaïques pour éclairer les parkings, etc. Et 99% du temps, je faisais des documents assez conséquents qui étaient jamais suivis. Voilà. Donc, j'étais payé à faire un truc. Je me disais, ça, c'était avant. oui, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait plus de sens. Voilà, mais en tout cas, c'était au début et c'était des obligations et personne en fait se disait il y a un enjeu et même que ça devenait un atout économique pour des constructions. Donc du coup, je me suis dit en fait, je comprends pas ce que je fais là. Et il n'y a pas d'humain en fait à côté de moi. Il y a des gens qui sont là, qui bossent, mais qui bossent comme moi en fait. Et il n'y a pas de relation humaine et c'est économique. On fait une prestation. Peter, tu as bossé combien d'heures? 190 heures sur l'étude d'impact, ok, d'accord, ben, ça coûte tant. Et, enfin, voilà, et ce jour-là, je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, il faut passer à autre chose. Et ça ne te correspond pas. Et finalement, tu as fait des études peut-être par orgueil, un petit peu, sans doute. Et finalement, il faut que tu reviennes vers quelque chose de plus humain, avec du contact et te faire déranger. Et moi, j'étais plutôt quelqu'un qui me disait à tel âge, je ferai ça, et à tel âge, je ferai ça, et à tel âge, je ferai ça. Et en fait, laisse-toi guider un peu différemment. Et il y a sans doute quelque chose de un petit peu meilleur pour toi si tu te laisses déranger. Tu veux dire que Dieu écrit droit avec des lignes torves? C'est ça. C'est ça. Et toi aussi, alors tu étais marié déjà à l'époque? Non, non, non. Et donc, c'est après ton changement de vie que tu t'es marié et alors, aujourd'hui, tu es un père de famille heureux. C'est ça. Alors, moi, j'étais ingénieur et musicien en même temps. Donc, la musique, c'est une vie très tumultueuse. Très. Voilà. Nocturne aussi. C'est ça. Ouais. Donc, c'était nocturne et diurne en même temps. Donc, ça faisait des belles journées, mais ça, c'était pas le problème. Et du coup, avec des personnes qui avaient un rapport à la vie et au sens et aux choses, des choses qui me correspondaient absolument pas, de par mon éducation, avec le respect des règles et les valeurs, etc. Et donc, du coup, j'avais aussi un décalage avec ce monde-là de la nuit et de la musique qui finalement ne me correspondait absolument pas non plus. Et voilà, au moment où je suis rentré dans ce cheminement de changement, ben, finalement, en donnant, on reçoit beaucoup plus. Et ça m'a permis de me rééquilibrer dans ma vie. Et voilà, aujourd'hui, je suis père de famille et ça se passe très bien. Et
Et tu nous disais quand même que la musique est restée une dimension Oui. très importante pour toi, Oui. et notamment pour pouvoir créer et nourrir le lien aussi C'est ça. avec les jeunes dont tu t'occupes. Oui, parce qu'en fait, donc l'association se base sur un studio d'enregistrement. Donc, on a un studio qui est vraiment fait pour que les jeunes comprennent à son entrée qu'il y a un studio d'enregistrement, mais qu'il y a autre chose qui s'y passe. Donc, visuellement, il y a un studio et puis il y a une cabine qui ressemble à une cabine. Pour se dire, bah non, finalement, ce n'est pas une cabine, c'est un bureau d'accompagnement. Et quand le jeune vient, en général, il vient avec un ami à lui ou deux, parce qu'ils sont souvent, ils ont besoin d'être sécurisés. Et donc, à ce moment-là, ben, pendant qu'il y en a un qui enregistre, on parle au deuxième et au troisième. Et finalement, le premier se sent un peu exclu de la conversation. Et puis, on accompagne un sur la musique. Et moi, la musique, souvent, on me dit oui, mais la musique, ça peut créer un fantasme sur l'argent facile. Alors que je dis, bon, la musique facile, ça n'existe absolument pas. Sur un qui réussit, il y en a peut-être 10 000 derrière qui essayent d'y réussir depuis 10 ans. Et ils n'y arriveront surtout pas, ou certainement pas en tout cas. Et c'était de se dire, en fait, non, par la musique, en fait, on développe énormément de choses. Déjà, on développe la musique, il y a quelque chose de très réparateur. C'est parce que la musique, c'est un exutoire. Quand on écrit quelque chose, finalement, ça guérit une partie du problème. Souvent, quand les jeunes viennent, au début, ils disent des choses très dures. Je pense que pour la plupart des gens qui nous regardent, c'est pas audible la première fois. La deuxième fois, c'est pas audible non plus. Et au bout d'un moment, on arrive à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus travaillé. Et derrière, on va travailler toutes les règles en fait qui sont derrière pour le monde de l'entreprise, parce que il faut prendre une séance d'enregistrement, il faut donc réserver un créneau, il faut respecter son horaire. Et puis les gens qui viennent, s'il y a une visite, eh ben, on s'arrête d'enregistrer parce que c'est une association et elle doit vivre. Et donc du coup, c'est tout ça qu'on arrive à commencer à travailler pour préparer à leur entrée dans la vie active ou la reprise d'une activité. Alors, tous les deux, vous avez l'air très cool comme ça, et en même temps, En fait, vous ne l'êtes pas du tout. vous êtes d'une très grande exigence, d'abord pour vous-même, puisque vous avez été exigeant dans cette conversion que vous avez fait, et puis surtout parce que vous nous avez parlé beaucoup de responsabilisation des personnes, à la fois dans ce travail de réinsertion que tu peux faire, Peter, et puis aussi, toi, Emmanuel, dans ce travail d'aller prendre soin des autres. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous dire quel est l'engrenage de responsabilisation dans lequel vous emmenez les gens pour qu'ils puissent soit être autonomes par rapport à la santé, soit être autonomes dans leur recherche d'emploi et la réinsertion sociale? Oui, il y a plusieurs dimensions. Donc, la première dimension, c'est que dans le domaine dans lequel je suis, qui est celui de la santé, il y a des experts, il y a des professionnels de santé, des spécialistes en Afrique subsaharienne ou en Inde. Il y en a peu, mais il y en a. Et donc, un des modes de fonctionnement de la plateforme qu'on a mise en œuvre, c'est de faire appel à eux, de faire appel à ces experts locaux pour qu'ils partagent leur savoir, qu'on ne soit pas toujours nécessairement dans une logique nord-sud, mais aussi dans une logique sud-sud. Voilà. Donc, on fait un vrai effort d'essayer de mettre des professeurs de médecine, des spécialistes sénégalais, ivoiriens, kenyans, somaliens en ligne pour qu'ils partagent leur savoir-faire, leur savoir, en essayant de faire en sorte qu'ils touchent une petite rémunération aussi quand ils le font. Donc ça, c'est un aspect qui est extrêmement important pour nous dans notre business model, qui est évidemment très compliqué à mettre en œuvre et qui prend beaucoup de temps, mais qui nous paraît être essentiel. Ensuite, il y a évidemment la responsabilisation des salariés, des employés. Donc moi, j'ai des salariés, des employés à Dakar, à Abuja au Nigeria, à Nairobi et dans 4 villes indiennes. Donc ce sont des personnes qui sont plutôt jeunes. Pour certaines, sont rentrées dans leur pays pour y travailler pour l'entreprise. Pour d'autres, ont probablement décidé d'y rester plutôt que de partir. Et on est une entreprise. Donc l'exigence de résultats, de succès, de gagner des contrats, de gagner des utilisateurs pour notre plateforme, de faire en sorte qu'on ait des fournisseurs de contenu qui nous payent pour mettre du contenu sur notre plateforme. Tout ça, c'est à eux de le faire. Et donc, ils sont responsabilisés, évidemment, comme je pense dans toute entreprise, sur la réussite de l'entreprise qui a des critères objectifs de développement et de survie qui sont économiques et auxquels chaque personne doit contribuer. Après, on est 20.
Donc, ça veut dire que chacune et chacun a un rôle absolument essentiel. Et ça amène aussi des enjeux de formation Oui, alors on est très, pour eux, on est très dans une logique entrepreneuriale. Donc, c'est 20 entrepreneurs qui, s'ils ont des besoins en formation, doivent trouver où se les procurer et s'organiser pour être formés. Après, c'est à l'entreprise de soutenir financièrement, mais je préfère qu'ils aient une approche entrepreneuriale aussi sur leur propre développement personnel. Peter ? Nous, sur l'exigence, en fait, c'est toutes les règles que nous, on s'impose. C'est-à-dire, dans une association de quartier, au début, on nous regardait en disant bon, une énième de plus. En plus, c'est un gars du quartier, alors sans doute, il va faire peut-être quelques mois et puis il va lâcher. Donc, déjà, la première exigence, c'est ce qui nous, aujourd'hui, en tout cas, qui nous caractérise, c'est le fait de durer dans le temps. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'assez important. Moi, quand j'étais jeune, souvent, je voyais des projets qui venaient. Tous azimuts, avec personne n'est consulté, hein, personne qui habite en tout cas dans le quartier n'est consulté. Donc du coup, il y a quelque chose qui vient, par exemple des cours de théâtre, bah, c'est super les cours de théâtre, mais si personne dans le quartier n'a dit qu'il avait un besoin en cours de théâtre, en fait, bah, on aura un professeur qui sera là, sans doute très motivé, qui va être très vite épuisé parce qu'il y aura 2 enfants dans son cours et ça ne marchera pas. Donc du coup, nous, on est toujours dans une démarche où on essaie de faire participer les jeunes dans le développement de l'association, parce qu'on est une asso, mais on doit aussi évoluer. Est-ce qu'on passe au digital, pas est-ce qu'on recrute, est-ce qu'on ne recrute pas quelles actions, comment on arrive à mixer du bénévolat et du salariat pour qu'on puisse avoir des coûts les plus concentré possible parce qu'il faut faire rentrer l'argent et en même temps on ne vend pas de produits mais du coup on doit trouver des moyens de se développer. Alors comment on engage les jeunes en leur disant que il faut qu'on fasse une vidéo qui va nous prendre une demi-journée mais qui va nous permettre nous d'aller chercher des fonds, montrer ce qu'on fait, rendre compte et ça les jeunes se voient que en fait c'est très organisé, très structuré et nous on est présent voilà, on a fait un choix d'ouverture avec hors Covid. On est ouvert avec 2 soirées qui terminent donc à 22h, le mercredi, le vendredi. Et ça, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on s'y tient. Et si ce n'est pas nous, si on est malade, ça peut arriver, il y aura un bénévole qui prendra le relais. Et ça, en fait, c'est des choses qui permettent de montrer aux jeunes qu'on est exigeant et qu'on prend la chose très au sérieux. Donc, une responsabilisation et une exigence déjà pour vous-même Oui. et pour faire tourner cette association, au service d'une exemplarité pour les jeunes que vous accueillez. Et de ce que tu nous as dit, l'enjeu fondamental, c'est vraiment de travailler sur le savoir-être, Oui. sur une possibilité, là encore, d'être à la fois exigeant avec soi-même et de se responsabiliser. Oui, parce que moi, je suis très contre la position victimaire que on vient d'un quartier, on est noir, on est arabe, on est tout ce qu'on veut, on est chinois, on est bleu, on est vert, et que tout le monde nous en veut et que tout le monde est raciste en face. Il y a de la discrimination, on ne va pas se mentir, c'est un peu plus compliqué, sans doute, mais celui qui vient aussi du Gers, je pense qu'il a autant de mal s'il doit monter à Paris et s'installer et trouver son premier stage. Ça va être aussi compliqué pour lui. Donc partant de là, en fait, on change de posture et on dit comment on fait pour que tu sois le meilleur possible quand tu vas aller te présenter à l'entreprise. Et si ton CV il est passé et que tu rates ton entretien, c'est de ta faute. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit forcément de sa faute, mais en tout cas, on essaie de lui donner tous les outils pour qu'il puisse se dire je n'ai pas été bon, mais nous, derrière, on va faire un travail avec les entreprises qui prennent des jeunes au moins sur les entretiens pour qu'ils puissent nous faire un retour, un feedback, qu'on ait des éléments concrets à dire aux jeunes ta présentation, on n'a pas compris ton projet, on ne sait pas pourquoi tu es là. Du coup, on va travailler ça et on a des dirigeants, des personnes plutôt RH d'entreprise qui viennent en fait donner des cours à des jeunes sur des formats très, très cool, très soft, mais en petits groupes de 3-4. Et puis, ils font des petits entraînements de simulation entre eux. Et finalement, ils s'essayent. Et puis, les autres, ils disent non, mais là, j'ai rien compris à ce que tu as dit. Et bah, du coup, je dis alors, tu vois, si déjà ceux qui ont le même âge que toi, ils ne comprennent pas, bah, imagine-toi quelqu'un qui ne vient pas d'ici et qui ne te connaît pas. Tu veux dire un vieux un peu plus grand. Moi, quand on en avait un petit peu parlé avant avec Peter, parce que la soirée de ce soir, c'est aller aux périphéries. Il y a 2 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas accès à la santé. 2 milliards. C'est un quart de l'humanité. Il y a 2 milliards de jeunes de moins de 25 ans dans le monde qui vivent sous le seuil de pauvreté.
11%, j'ai appris ça aujourd'hui en venant là, dans la voiture, en écoutant la radio, il y a 11% des jeunes en France de 18-25 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, quand on dit aller aux périphéries, ce n'est pas aller au fin fond du bout du coin où on ne va jamais. Les périphéries, elles sont beaucoup plus proches qu'on ne le croit et elles sont mondiales. On en parlait avec Peter. Moi, je suis très proche d'une association qui s'appelle LP4Y qui fait de l'inclusion, du travail sur l'inclusion des jeunes en Asie, du Sud-Est, avec des problématiques qui sont exactement les mêmes que celles que Peter rencontre à Bondy, avec des jeunes qui sortent de prison, des jeunes filles de 15 ans qui ont déjà eu 2 enfants, et une approche de l'inclusion qui passe par le projet, qui passe par l'entreprise, qui passe évidemment par un apprentissage des règles de base du savoir-vivre en commun, mais qui passe aussi par l'intégration de ces jeunes dans un projet professionnel et qui leur permet de faire un sas entre leur vie d'avant dans la périphérie et leur vie d'après dans le monde décent, le monde dans lequel nous on vit en fait. Voilà. Et c'est ce rôle-là de pont qui est un rôle majeur que les entreprises peuvent jouer ici et ailleurs. Parce que c'est ça le cœur de la proposition, cette idée de pouvoir permettre à des jeunes à la fois d'élaborer, de concevoir, mais aussi surtout de réaliser un vrai projet de vie, un projet professionnel. Déjà, en premier temps, c'est de rêver. Avant de commencer à concevoir le projet, etc. Si moi, je n'avais pas rêvé en me disant, tout petit, j'avais entendu le mot ingénieur, je me suis dit, moi, quoi qu'il arrive, je suis ingénieur. Et je ne me suis jamais posé la question, est-ce que j'ai les capacités ou pas, parce que j'avais ce rêve-là. Et du coup, bon, j'aurais peut-être dû pas y aller parce que ce n'était pas forcément ce que j'avais envie de faire, mais j'avais ce mot-là en tête. Et du coup, en fait, on essaye vraiment de les ouvrir au maximum, de les faire sortir beaucoup pour qu'en fait, à un moment, ils se disent, j'ai un rêve qui était là, ça peut être cuisinier, et puis pas forcément, et puis c'est monter mon entreprise, et moi je veux aider les personnes. Et souvent, en fait, c'est des projets qui sont atteignables, mais ils se mettent tellement de barrières et de freins que le projet ne se réalisera sans doute jamais s'il n'y a pas quelqu'un qui vient leur dire, en fait, c'est possible, hein, mais pour ça, il faut t'organiser. Si j'ai un jeune qui veut être chauffeur de bus, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas la question, eh ben, va rencontrer un jeune qu'on connaît qui est chauffeur de bus et qui lui pose comme première question assez très pertinente, est-ce que tu as le permis? Et il avait déjà 19 ans. Non. Ben, en fait, tu veux être chauffeur de bus, mais si tu ne passes pas le permis, il y a un problème. Ah ouais, il faut que je passe le permis. Ça paraît extrêmement bête, mais quand il n'y a personne pour aider à relativiser, parce que la structure familiale, elle est souvent compliquée. Nous, les jeunes à Bondy, hein, sur le quartier nord, là où on est, l'ensemble, c'est un QPV, quartier politique de la ville. On a, sur les moins de 25 ans, on est à un taux de chômage qui est à 49%. Voilà. Donc, et là, on est à Bondy, hein, on est à 5 km de Paris, on n'est pas loin du tout. Et là, on a 49% de jeunes de moins de 24 ans qui sont au chômage. Et donc, ça veut dire qu'on a une réalité de souffrance qui est quand même très présente. Et derrière, le travail, ça change la vie d'une personne. Donc, c'est-à-dire que c'est pas. Des fois, on s'imagine qu'un stage, c'est pas grand-chose. Mais si on a un stage pour un jeune, en fait, on change sa vie et la vie de sa famille. Mais vraiment changer au sens très large, plus profondément que ce qu'on s'imagine quand on dit ah ben non, j'ai pas de place, ou oh, ça va être une contrainte de prendre ce jeune-là en stage. Alors, tu nous avais dit d'ailleurs que c'était bien que l'entreprise soit un lieu d'insertion, mais que bien plus que ça, c'était cette idée de mettre l'entreprise au service de l'inclusion. Et justement, tu insistais quand on discutait ensemble sur ce stage, sur le fait qu'un stage pouvait changer une vie. Et tu nous donnais quelques éléments d'un stage réussi ou un stage en tout cas qui peut faire basculer. Tu pourrais le dire parce qu'ici, il y a peut-être des entrepreneurs et des dirigeants qui voudraient embaucher des stagiaires, je ne sais pas. Alors, en fait, c'est reparti de mon expérience personnelle. Hein. Quand on fait un stage, eh bien, il faudrait que le stage… Alors, souvent, quand on fait avec des grandes entreprises, on va avoir des dirigeants qui vont avoir une idée. Et puis, au niveau de l'opérationnel, ils ne sont pas au courant. Et puis, le jeune, il débarque. Et là, c'est la bérésina. Personne n'a envie de l'accueillir. Le jeune, il se retrouve ballotté d'une personne qui lui dit non à une personne qui est en arrêt maternité et une personne qui s'est fait mal au pied le matin. Et finalement, le jeune, il ne fait rien pendant son mois de stage. Ou en tout cas, il ne fait pas tout ce qu'il aurait pu voir. Vraiment, un stage réussi, c'est quand on a une volonté d'intégrer la personne à l'entreprise et de se dire en fait que toutes les choses qui semblent basiques, jusqu'à la machine à café, ça marche comment? Et bien en fait, c'est là où on va permettre aux jeunes de prendre confiance, de s'intégrer, et que si on lui montre la machine à café, ben le lendemain, quand tout le monde prend un café, il pourra aussi aller en prendre un et se sentir faire partie du groupe. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus violent que d'être dans une entreprise où on se sait différent
ou en tout cas où on se sent différent, et de voir que finalement, plus le temps passe, moins on arrive à rentrer en contact avec les personnes, moins on arrive à communiquer. Même si je suis jeune, je peux quand même poser une question. Et ben, ils n'ont pas forcément cette sensibilité-là. Et quand on arrive à faire comprendre aux entreprises qu'il est important de passer un petit peu de temps avec le jeune, l'intégrer et d'aller jusqu'au technicien d'une chaîne s'il faut, pour lui dire qu'en fait, prends-le et accompagne-le comme si c'est ton fils. C'est un stage, hein, c'est pas, ça ne nous coûte rien, nous, à part un peu de temps. Et ça bouleverse complètement les jeunes. On a des stages de troisième où les entreprises jouent le jeu et font passer le jeune de l'hôtesse d'accueil sur une journée jusqu'au plus haut dirigeant de l'entreprise. Et finalement, le jeune, il était parti pour être technicien de maintenance et il dit, mais en fait, moi, je veux être comptable. Hein. Moi, j'ai vu le truc, l'ordinateur, là, moi, c'est bon, ça, je veux faire. Et donc, du coup, on arrive à avoir des jeunes qui sont complètement changés dans leurs rêves parce qu'on leur a montré que c'était possible et ils ne s'imaginaient pas que c'était accessible. Tu vois, moi, quand tu dis ça, pour moi, ça résonne avec… aujourd'hui, je pense encore aujourd'hui, en tout cas il y a 4 ans, c'était le cas, dans la plupart des grands groupes, on évalue les personnes en gros sur 2 axes. Et souvent, c'est 50-50. Il y a l'axe compétences-résultats et puis il y a l'axe comportement, attitude, soft skills, quelle que soit la façon dont on nomme ça. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que quand on recrute, en fait, on n'est plus dans cette logique-là. On est essentiellement dans une logique compétence. Et on oblitère, dans l'approche qu'on a du recrutement, on oblitère cette partie comportement. Et moi, ce que j'observe, c'est que quand on donne leur chance à des gens qui rêvent, qui ont un rêve, et qui voient l'opportunité qu'on leur donne, pas comme un job, mais comme une façon d'avoir une vie, et bien, sur la partie comportementale, attitude, motivation, envie, curiosité, faire plus que ce qu'on lui demande, l'extra mile, comme disent les Américains, eh ben on va les retrouver, ces personnes-là. Parce qu'il y a un moteur, ça vient du bide. Et ça a une force terrible dans une entreprise. Une force terrible. Et j'ai toujours été impressionné par cette idée que pourquoi est-ce que quand on évalue les gens toute l'année, on regarde les deux, et quand on recrute, on est obsédé par les compétences. Peter, toi, tu disais, en fait, ce que tu disais tout à l'heure et que tu nous avais dit déjà, c'est grosso modo, il faut donner les codes aussi de la société aux jeunes. J'ai envie de te demander, je ne sais pas si tu sauras répondre, Emmanuel, mais je me dis, pour aller développer un business comme le tien, qui n'est pas, tu vas pas là-bas pour faire du charity business, tu vas là-bas vraiment pour monter une boîte, et une boîte qui marche au service, en effet, d'une cause qui pour toi est fondamentale et que tu as dans les tripes. J'imagine que quand tu pars en Afrique pour faire ça, il faut aussi que tu trouves les codes et qu'eux-mêmes soient en résonance par rapport à ça. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés de ce type-là? Ouais, toutes les erreurs que j'ai pu faire, que je pouvais faire, je les ai faites. Si c'est ça la question. Oui, ça rassure tout le monde là. Ouais, se tromper sur les personnes, ne pas reconnaître des appels au secours, faire travailler des Indiens et des Africains d'Afrique subsaharienne ensemble. Il y a beaucoup de choses que j'avais sous-évaluées en termes de xénophobie réciproque ou de ressentiment réciproque, notamment entre l'Afrique anglophone et l'Inde. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que je ne voyais pas, que je ne savais pas, que je n'ai pas vu, que j'ai appris trop tard. Et donc là, c'est le côté aussi un peu déstabilisant de devenir un entrepreneur quand on a été dans un grand groupe, c'est qu'on est encore beaucoup plus dans j'apprends en faisant. Et je dois constamment apprendre de mes erreurs et constamment me remettre en cause. Il n'y a absolument jamais rien d'acquis, tout est très fragile. Et moi, en plus, j'opère dans des cultures et des mondes que je connais un peu, mais que je connais évidemment moins que l'Europe occidentale, les États-Unis ou le Japon, où j'ai passé pas mal d'années. Voilà, donc c'est effectivement très déstabilisant. Ouais. D'autant plus que tu nous disais que, évidemment, tu as des exigences de rentabilité, en tout cas minimum, pour pouvoir durer et faire un business qui tienne la route. Et que ceci, finalement, exigeait une inculturation très profonde. Et le fait que les entreprises étaient vraiment dans le tissu économique du lieu dans lequel elles sont implantées et vivent en cohérence avec les paramètres et les variables du lieu dans lequel elles vivent. Oui, c'est-à-dire qu'il y
la difficulté, enfin, je pense, hein, et encore, j'apprends, encore une fois, je ne pense pas avoir trouvé la solution du tout. Mais la difficulté, c'est que il faut évidemment des entreprises locales avec des leaders locaux et des salariés locaux et des gens locaux immergés dans leur écosystème local. Mais en même temps, comme on est une entreprise, une start-up qui cherche à changer un monde qui est celui de la façon dont les médecins se forment dans ces pays et les professionnels de santé au sens plus large du terme, il faut aussi que ces personnes-là soient à la fois capables de s'intégrer, s'inscrire dans leur écosystème, mais aussi de le challenger, aussi de le remettre en cause. Et donc ça, c'est très difficile à lire de loin aussi. C'est jusqu'à quel point elles vont aller essayer de poser des questions qui fâchent. Elles vont peut-être s'aliéner des amis historiques. Voilà, donc ça, c'est des problématiques que tout le monde connaît quand on dirige une entreprise internationale. Mais là, c'est encore plus vrai parce que c'est des entrepreneurs qui doivent à la fois faire avec les alliés qu'ils ont sur place et en même temps essayer de créer une nouvelle dynamique qui n'existait pas jusque-là. Alors, on va devoir atterrir doucement. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis le début. Vous êtes tous les deux des personnes qui avaient fait une conversion professionnelle, peut-être une conversion du cœur, mais ça vous regarde. Vous vous êtes mis au service de la périphérie et chacun sa périphérie. J'ai toujours un peu de mal à croire à la philanthropie et donc je voulais juste savoir, mais finalement, en faisant ça, qu'est-ce que vous gagnez, vous? C'est quoi le cadeau en retour qui vous est fait? Alors, le cadeau, il est immense parce qu'en fait, quand on passe sur une dimension humaine comme celle-là, en fait, déjà, mon ordinateur, il me disait rien en face. Hein, donc, déjà, ça, j'ai gagné beaucoup hein, parce que j'ai des gens qui me parlent. Et non, mais en fait, c'est que les personnes, même quand on prend soin d'elles, en fait, elles prennent énormément soin de nous. C'est-à-dire qu'elles se soucient de nous. Moi, assez souvent, mon bureau, il est assez visible et on voit que je reste souvent plus tard qu'il ne faudrait. Et souvent, on vient me dire, mais en fait, tu restes trop tard, il faut que tu arrêtes un petit peu. Et ça, avant, on ne me le disait pas. J'arrivais très tôt et je partais très tard. Et limite, on me disait, ben, si tu veux un accès pour activer l'alarme toi-même, on peut te le donner. Quand tu es jeune, tu te dis, ah, on me donne un accès pour l'alarme. Il ne me dit pas de rentrer chez moi, le chef, là. C'est bizarre, ça. Bon, mais j'étais dans cette dynamique-là. Et là, aujourd'hui, j'ai des gens qui vraiment prennent soin de moi. C'est-à-dire qu'ils viennent pour une problématique sociale, une démarche de CAF, un enfant où ça ne va pas. Et puis finalement, avant, c'est avec la culture très familiale à l'africaine. Et comment tu vas? Et les enfants, ils vont bien, ils grandissent bien. Et ça dure un certain temps. Mais parce qu'en fait, dans leur logique, c'est pas juste je viens pour me faire accompagner, mais je viens aussi pour savoir est-ce que toi, tu vas bien. Et si ça va pas, il y a des moments où je peux être un peu, quand les enfants ne dorment pas beaucoup, et en sachant qu'ils ont 1 an et ils dorment toujours pas. Et ce sont des jumeaux. Et ce sont des jumeaux. Et donc, au bout d'un moment, il y a des gens qui me disent, ah là, on aurait dit que tu n'as pas dormi depuis quelques jours. Effectivement, ça fait une semaine. Mais c'est vraiment, enfin, on reçoit énormément. On reçoit de la. Et puis même, des fois, le merci, il n'est pas. C'est pas un merci, c'est pas des tonnes de merci, mais on sent quand un merci est sincère. Quand quelqu'un nous dit, je pensais pas pouvoir m'en sortir et là je m'en suis sorti par ton aide, mais c'est pas le fait que nous on est intervenu, c'est que vraiment merci quoi. Et c'est ça, on le sent quand ça vient du fond du cœur et quand c'est sincère. Et ça nous permet de rester un peu plus tard s'il faut faire un dossier de financement ou s'il faut répondre à je sais pas quel appel d'offres, mais enfin, on arrive à vraiment, moi je reçois énormément sur la gratitude des personnes et surtout on reçoit encore plus quand on voit l'évolution des personnes. Et là, c'est encore plus. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui ne savait pas se connecter sur le Pôle emploi et qui nous dit en fait, il a changé de boulot et on n'était même pas au courant. Et il a eu cette autonomie-là de passer à je crée son adresse mail. À, j'ai changé. Ouais, Peter, j'ai changé de boîte parce que là, ils n'ont pas voulu m'augmenter. Je trouve que j'ai des compétences en plus, je change. Et ça, c'est un salaire en plus, quoi. 13e, 14e, 15e mois, hélicoptère, tout ça. Et alarme. Ça... Emmanuel, oui. Ouais, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Mais en synthèse, je dirais que j'ai le sentiment d'être à ma place, d'être posé là où je dois être. Il y a une phrase de Philippe, le président des EDC, qui m'a beaucoup marqué. On a fait une retraite il y a quelques mois et qui disait la valeur de ma vie, finalement, est mesurée à la hauteur de ce que je donne. Et j'ai le sentiment d'être à ma place, que j'ai le sentiment de plus donner. Voilà.
Et donc, forcément, quand on donne plus, on reçoit plus. Ça marche dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Et donc, j'ai vraiment le sentiment d'être à ma place. J'ai plus de liberté, j'ai plus de temps pour donner. Je sais pourquoi je me réveille le matin. Je sais pourquoi je passe 2 heures à faire la queue chez ma comptable. Je sais pourquoi je passe 3 heures à obtenir un tampon pour mon entreprise, à faire des choses que je ne savais même pas qu'elles existaient il y a quelques années. Et je sais pourquoi je le fais. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est tous les jours rose. Je ne dis pas que c'est un bonheur constant et une joie permanente. Loin s'en faut. Mais j'ai le sentiment, plus que je ne l'ai jamais eu, d'être à ma place. Merci. Alors, on a un petit rituel, enfin, on a 2 rituels en fin d'émission. La première, c'est de vous demander ce que vous auriez à dire à nos chers amis qui nous regardent. Et je vais changer le rituel, puisque tu nous as parlé de tes 2 enfants qui ont 1 an. Emmanuel, je sais que toi, tu as 4 enfants, c'est ça? Voilà. Alors, ils sont sans doute un peu plus âgés et peut-être ont déjà un métier. Mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire à vos enfants, donc à tes 2 petits de 1 an, donc peut-être un peu plus tard? Et toi, Emmanuel, qu'est-ce que tu dis à tes enfants sur si demain ils devaient être des entrepreneurs ou des dirigeants, ou en tout cas faire une belle œuvre, vous auriez envie de leur dire quoi? Alors moi, je leur dirais rien, parce qu'en fait, je pense que par l'exemple, on transmet beaucoup plus de choses. Donc en fait, de garder ce que je fais là et de les impliquer, par contre, beaucoup. Et en venant avec moi, et c'est-à-dire que s'ils auront des facilités pour certaines choses, eh ben, de leur montrer que il y en a d'autres qui n'ont pas les mêmes facilités, il y en a d'autres qui n'ont pas la même structure. Et donc du coup, en fait, moi, c'est ce que je pense, c'est que quand on s'applique à faire les choses bien, ben autour de soi, ça rayonne beaucoup plus que quand on veut le faire entrer par la force. Je pense que physiquement, j'ai un peu de force, mais je sais bien qu'on fait beaucoup plus passer de choses par le non-verbal et par le don. Si je veux donner à quelqu'un, bah, je ne vais pas dire à mon enfant, tiens, je donne pour telle raison. Il va peut-être un jour me poser la question, pourquoi tu donnes? Et là, on aura une conversation qui, je pense, sera plus... Alors, pour l'instant, les conversations sont un peu plus limitées, mais on parle déjà beaucoup, vraiment. Merci, Emmanuel. Ouais, alors moi, mon aîné a 24 ans, mon dernier a 11 ans, donc je dirais pas forcément la même chose ou de la même façon. Mais en gros, ça serait autour de écouter votre cœur. C'est lui qui va vous dire quoi faire de votre vie. Et c'est votre cœur qui va vous dire où vous mettre et au service de qui, de quoi. Vous allez dépenser toute cette énergie, investir toute cette énergie que vous avez en vous, vous allez la mettre au service de qui? Au service de quoi? De vous-même, de vos proches, du monde, de la planète, du prochain. Voilà. Ce que vous voulez, mais écoutez votre cœur. On a eu différentes questions de nos chers amis qui sont de l'autre côté du miroir. On va en prendre 2 parce que sinon, ça serait un peu trop long. Pardon à ceux qui ne seront pas cités. Il y en a une qui est comment continuer pour les jeunes à garder leur estime d'eux-mêmes si on leur dit non après un entretien ou même sans réponse, je vois. Voilà. En fait, par la présence, déjà par la présence, hein, en disant bon, bah, c'est pas grave, hein, ça n'a pas marché, on va continuer, on va garder le rythme. Et en fait, ça va être en fait, dans la recherche d'emploi, on a souvent quelque chose qui est très sinusoïdal et qui peut descendre très bas dans les négatifs. Et en fait, nous, on essaye de faire en sorte de rester au maximum dans le positif avec eux. Donc, en fait, ça va être par l'encouragement et par le rythme qu'on va donner. En fait, il y a des jeunes, nous, notre accompagnement, pour les femmes, il est plutôt très court, il est autour de 6 mois. Et pour les hommes, on est à 18 mois. En moyenne, hein, c'est une moyenne. Donc, c'est des jeunes, ça peut être 3 ans aussi. Et en fait, quand au moment où on sent que là, le jeune, il est prêt, on met le paquet. C'est-à-dire qu'on peut voir le jeune 6, 8, 10 fois dans une semaine, s'il le faut, l'accompagner pour que, en fait, cette énergie-là, parce qu'on sait que quand le jeune est très préparé, finalement, ça se décante finalement, parce que nous, on est en région parisienne, on n'est pas non plus à la campagne avec peu d'offres. Donc, on arrive quand même à positionner les jeunes de manière assez active. Donc, quand ça ne marche pas, nous, on force pour avoir un feedback. Et si jamais on n'en a pas de l'entreprise, on fait le jeune à faire une auto-évaluation
avec des petits éléments d'auto-évaluation, comment tu t'es présenté, comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu aurais pu mieux dire, et on retravaille avec lui en lui disant ça n'a pas marché là, mais ça va marcher. Et en général, l'expérience nous prouve qu'on arrive à… Et si on se met du côté du recruteur qui est amené à dire aux jeunes bah non, on ne te prend pas, comment l'aider à assumer en fait En lui disant, en fait, par contre, vous nous aidez, nous, si vous êtes le plus précis possible sur les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Et là, vous allez nous aider à faire grandir le jeune. Et ça ne marche pas chez vous, ce n'est pas grave, ça marchera ailleurs et ça aura été votre contribution. Donc ça, on essaye de vraiment négocier pour que la personne ne se dise pas « Ah ben finalement, je ne l'ai pas pris ». Alors, il n'y a pas de sentiment de remords à avoir, mais de dire « Par contre, vous nous permettez de faire grandir le jeune en étant honnête et ne pas le prendre non plus parce que c'est un réseau qui se développe et de dire bon, il ne fait pas l'affaire, mais il fera l'affaire dans 1 mois, 6 mois, mais on ne va pas lâcher. » Et si on avait quelque chose à lui dire directement, le recruteur à ce jeune, ce serait quoi? Le recruteur à ce jeune, ouais. Les raisons pour lesquelles on va pas le prendre directement, avec beaucoup de délicatesse, et de lui dire en fait, de finir en disant ça n'a pas marché avec moi, mais par contre j'ai quand même vu des choses qui me permettent de dire qu'il y a quelque chose que tu pourras faire parce que tu as des valeurs, parce que tu es courageux, et de lui faire ressentir des choses positives qu'on a entendues dans l'entretien. Tu es sportif ou tu es l'aîné d'une famille de 7 ou 8, et ben en tout cas attention, ça c'est des choses qui veut dire que tu es quelqu'un de responsable, quelqu'un à qui on peut faire confiance, de toujours trouver des éléments positifs, même si il y a un refus derrière, pour que le jeune se dise attends, quelqu'un qui ne me connaît pas, qui me dit je suis courageux parce que juste je suis le plus grand de la famille, et c'est des choses qui résonnent en fait chez les jeunes. Alors il y a une très jolie question sans doute pour tous les deux, c'est comment développer la culture du rêve, puisque tu parlais de rêve, Peter. En fait, on développe la culture du rêve parce qu'on met le mot déjà. On met le mot dans la bouche. On se le met dans la bouche. On se dit, il faut que tu rêves. Il faut qu'on rêve. Et quand on fait un projet, c'est vraiment un mot qu'on martèle pour qu'en fait, ils se disent, mais c'est bizarre, ce mot-là, il est souvent répété. Et on rêve. Nous, notre slogan, c'est contribuons à la construction d'un monde meilleur. C'est quelque chose d'assez utopiste. Hein. On rêve. Et ne serait-ce que ça, quand déjà on l'entend, on se dit que ces mecs-là, ils sont un peu perchés. Mais ce n'est pas très grave parce qu'en fait, on vise le plus loin possible pour que les jeunes en fait, se disent que c'est possible. Et la culture du rêve, c'est de faire témoigner des jeunes, parce que ça marche beaucoup par ça. Donc, faire témoigner des jeunes qui disaient, en fait, je suis parti de rien. Et finalement, regarde aujourd'hui, moi, je suis prof de sport, prof. Tu t'imagines, prof, ce que c'est. J'ai quand même un Master 2 et je suis parti de… on m'a dit au collège, comme beaucoup l'ont entendu, tu ne peux pas aller en BEP ou tu iras au bac pro maximum. C'est vraiment cette culture du rêve par l'exemple aussi, et de voir des gens qui ont réussi et de se dire, en fait, je peux. Deux réponses à la culture du rêve. La première, c'est qu'aujourd'hui, notamment dans les grandes entreprises, pour répondre à la culture du rêve dans les grandes entreprises, ce que j'observe, c'est qu'il y a un poids qui a été pris par le comment, les processus, les systèmes, la compliance, etc. Il y a un poids du comment qui fait que la finalité du travail, de l'engagement, de l'énergie des personnes devient relativement secondaire. Donc, il y a un impératif de retrouver l'importance de la finalité. Et je pense que quand on est dans une grande entreprise, de regarder comment est-ce qu'on a, au fur et à mesure des années, sans forcément en avoir pris conscience, mis les personnes dans des cultures du comment et non pas dans des cultures du pourquoi. Je pense que ça c'est un travail extrêmement important à faire, dans les grands groupes notamment, par les dirigeants. Ensuite, je crois que de façon plus générale, il faut vraiment que les belles histoires que vous créez soient connues, soient partagées, voilà. Il faut que les belles histoires de personnes qui ont changé de vie, qui ont transformé leur vie, qui n'ont pas forcément changé le monde, ils ont changé leur monde. Et ces petits pas, personne à personne, qui vont faire en sorte qu'on va vivre dans un monde où le rêve est perçu comme possible. Et donc ça me paraît aussi être extrêmement important de partager autour de nous, dans nos organisations, toutes ces personnes, les histoires de toutes ces personnes qui ont changé leur monde. Ça me paraît vraiment clé pour retrouver le sens du pourquoi et pourquoi je me réveille le matin et je vais travailler. Merci infiniment Merci tous les beaucoup. deux. Merci pour votre témoignage.
Le deuxième rituel, c'est que généralement, on pose des questions à nos chers amis pour les responsabiliser un petit peu. Généralement, c'est des questions qui sont un peu dérangeantes, mais on aime bien ça. Alors, on a 2 questions pour vous. La première, c'est comment comptez-vous vous y prendre pour accélérer votre indifférence face aux problématiques d'exclusion? Peut-être que tu peux redire plus doucement. Ah oui, voilà. Alors, Le temps de noter. comment comptez-vous, VOUS, vous y prendre pour accélérer votre indifférence face aux problématiques d'exclusion? C'est assez facile pour nous de le dire parce que nous, d'une certaine manière, on n'est pas concernés. Et puis, on a une deuxième question qui est comment vos camarades de club vont-ils devoir s'y prendre pour vous faire passer du statut de spectateur intéressé au statut d'acteur engagé? Comment vos camarades de club vont-ils devoir s'y prendre pour vous faire passer du statut de spectateur intéressé à acteur engagé? Bon courage, amusez-vous bien avec ces 2 questions dans vos clubs respectifs. Merci encore à Merci Emmanuel et à merci Peter. infiniment Peter. S'arrêter pour regarder ton œuvre, contempler, me laisser. Merci à vous, vraiment pour ce temps de présentation et d'échange que vous nous proposez. Merci Claire et Béatrice notamment. Je suis Maryline de Crémou, je suis l'animatrice régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour 100 000 entrepreneurs. Donc, par rapport à ce que je viens d'entendre, en effet, la culture d'entreprendre, la culture du rêve, ça me parle vraiment et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de développer au sein de 100 000 entrepreneurs. En fait, on est une association qui est nationale, vous nous retrouverez sur tous vos territoires, et qui a pour objectif de donner envie aux jeunes d'entreprendre leur vie. Alors, quand on dit les jeunes, c'est des jeunes de la 4e à l'enseignement supérieur, en gros de 13 à 25 ans, mais aussi des jeunes déscolarisés qu'on va trouver dans les missions locales et autres, par exemple. Alors, comment on leur donne envie d'entreprendre? Eh bien, justement, on organise des témoignages d'entrepreneurs et d'intrapreneurs dans les classes. Alors, ce sont des témoignages de parcours de vie. L'idée, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est d'être rôle modèle, de pouvoir transmettre auprès des jeunes son parcours pour leur montrer par l'exemple, encore une fois, qu'ils peuvent tous entreprendre, quelle que soit leur origine sociale, leur lieu géographique, qu'ils soient un homme ou une femme. Ils peuvent toutes et tous être acteurs de leur formation, être également porteurs de projets au sein d'associations, d'entreprises. Ça peut être aussi des créateurs d'entreprises demain. Donc moi, de mon côté, je ne doute pas que vous tous, les EDC, vous ayez cette culture entrepreneuriale. Maintenant, si en plus, vous avez envie de la transmettre auprès des jeunes, alors bienvenue chez 100 000 entrepreneurs. On propose 2 formats qui vous mobiliseront à chaque fois 2 heures. Alors, soit un format qui est individuel, vous êtes seul dans une classe pour parler de votre parcours et échanger avec les jeunes, soit un format collectif. Quand vous êtes seul dans une classe, il y a peut-être un autre entrepreneur qui est dans une autre classe sur le même créneau, par exemple, si on veut faire tous les jeunes de 3e en même temps. Ou alors en speed meeting, vous tournez de table en table, je dirais, de groupe en groupe, toutes les 30 minutes. Donc ça, c'est un autre format collectif qu'on a évidemment dans cette période de crise sanitaire mis de côté, mais qu'on développera à nouveau par la suite. En tous les cas, les jeunes, encore plus en ce moment, ont vraiment besoin de vos retours, de vos témoignages, je dirais, réalistes, de terrain et positifs. Clairement, ces témoignages, ils vont semer la graine. Alors, elle va pousser au fur et à mesure des rencontres qu'ils vont faire au cours de leur scolarité ou de leur vie en général. Et puis, parfois, elle pousse tout de suite. C'est-à-dire que des fois, on a des retours dès le lendemain où l'enseignant nous dit « mais le jeune, il a complètement changé, c'est pas le même élève, il a une autre posture ». Et là, c'est vraiment, voilà, c'est génialissime. Il a compris qu'il était vraiment acteur de sa formation, il se donne les moyens d'eux, on a gagné, quoi. On a d'autres retours, au contraire, on se disait le petit jeune qui est assoupi au fond de la classe, qui ne doit rien écouter à ce que je raconte,
en fait, c'est lui qui, le soir, va aller écrire un petit mot sur ce qu'il a retenu, remercier l'intervenante et faire passer ce petit mot à l'enseignant le lendemain, quoi. Donc, c'est vraiment des retours comme ça qui font chaud au cœur. Et moi, je vous invite vraiment, si ça vous parle, à nous rejoindre, pardon, et de semer la graine avec nous pour que tous les jeunes de vos territoires en profitent. Et puis, je pense que je vais laisser la main à Béatrice, qui va vous parler de son expérience 100 000 entrepreneurs vécus de l'intérieur. Et puis, si vous avez d'autres questions, enfin voilà, n'hésitez pas. En tous les cas, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera dans la communauté 100 000 entrepreneurs. Merci Marilyn. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, avec tout ce que vous a dit Marilyn sur l'approche, c'est facile. Moi, j'ai envie de vous dire c'est facile. Je suis tombée avec 100 000 entrepreneurs déjà en 2015 pour l'entrepreneuriat au féminin. Donc, par rapport à une période qui est le mois de mars, vraiment témoigner auprès de jeunes femmes, de jeunes filles. Et puis, j'ai eu envie vraiment de partager cette expérience-là avec mon équipe EDC. Je suis membre EDC sur la région de Lyon, sur Lyon, donc équipe 6. Et là, j'ai partagé avec mon équipe et en disant que ça serait chouette, dans le cadre d'agir pour les EDC, de pouvoir sortir en fait de l'équipe et aller à l'extérieur. Donc, c'est ça qui nous a motivés. Et déjà en 2019, nous sommes allés à plusieurs dans l'équipe faire du speed meeting, comme l'a dit Marilyn. Donc, c'est se présenter toutes les 30 minutes à 3-4 groupes différents de jeunes. C'est très demandant, exigeant, mais ça demande, c'est juste extraordinaire. Ça travaille notre écoute par rapport à leurs questions et puis aussi quelle est notre posture. Donc, là, récemment, nous avons, juste avant le confinement, donc le 2 avril, nous avons pu intervenir tous ensemble, pratiquement, dans une classe, dans 2 classes différentes de 4e. Et ça, nous avons demandé, en fait, c'est ça qui est bien avec 100 000 entrepreneurs, on peut aussi innover, et nous avions demandé d'être en binôme, c'est-à-dire qu'on était 2 par 2 au sein de notre équipe à intervenir dans une même classe. Et ça, c'était très riche aussi pour nous en tant que témoins, et même pour les jeunes, pour les élèves, puisque ils posaient leurs questions, ils ont osé, il y avait une sorte d'interaction et d'échange vraiment très, très de proximité. Et là, on ne jargonne pas, on parle vrai. Je veux dire, notre parcours, on le présente très rapidement, mais surtout, c'est de répondre à leurs questions. Et ça, c'est bien, c'est bon aussi de savoir qu'ils osent poser les questions. Et moi, j'ai envie de dire, c'est très bien fait, ce site 100 000 entrepreneurs, parce qu'il nous prépare, il nous forme aussi, il y a un tutoriel. Et les professeurs sont impliqués. Et c'est juste super d'arriver dans une classe où le professeur est impliqué, il emmène son équipe presque, sa classe de 25 élèves, avec lui dans l'envie de partager, d'échanger, d'écouter et de poser des questions. Donc ça, c'est chouette. Et quand on a, là, on fait aussi parfois pas des jeux de rôle, des mises en situation, c'est leur poser la question, c'est quoi pour vous entreprendre? Et là, récemment, dans les 4e, c'est des collégiens de 4e qui disent c'est oser, avoir envie, je reprends leurs mots, avoir des idées, donc ça rejoint un peu le rêve de tout à l'heure, être libre, créer, travailler dur, persévérer, croire en soi. On se dit, mais c'est incroyable, ces jeunes qui spontanément se partageaient ce qu'ils avaient envie de partager sur ce mot entreprendre. Moi, je dis qu'on donne, d'accord, du temps, de l'enthousiasme, notre envie aussi de partager, mais moi j'ai reçu, et je vais vous dire ce que j'ai reçu aussi cette fois-là, c'est qu'en fait un jeune nous posait la question à notre binôme, c'est quoi votre plus grande joie dans la vie professionnelle? Je lui ai répondu, parce que c'est une question, on ne les a pas toutes prêtes les réponses comme ça, et je lui ai répondu, moi j'ai signé un gros contrat avec un client et c'était juste très fort, puissant, j'étais contente. Et après je me suis dit, mais je suis dans la performance. Et en moi, qu'est-ce que je me suis dit? Et ce n'est pas ça ta plus grande joie dans ta vie professionnelle, c'est de voir la satisfaction de tes clients. Et là, ça m'a renvoyé sur moi. Je dis, qu'est-ce que j'ai… Voilà, pourquoi je vais parler de performance alors qu'en fait, c'était le côté humain qui était bien plus important. Et voilà, donc ça, j'ai appris sur moi et là, j'ai vraiment reçu de ce jeune de 4e
avec sa question qu'il a osé nous poser. Donc, je leur dis merci. Et ce qui est super aussi à la fin de l'intervention, c'est de voir des jeunes de 4e qui arrivent vers vous et qui vous disent « Merci, madame », alors qu'ils ont du mal même à parler, parfois à s'exprimer. Et ça, c'est juste, c'est chouette, quoi, de voir des jeunes qui osent s'exprimer, poser leurs questions. C'est 1 heure, hein, c'est long 1 heure, hein, d'être assis 1 heure à écouter, à échanger et partager. Mais voilà, moi, je vous invite vraiment à partager et à vivre cette expérience. C'est vivifiant, juste vivifiant. Voilà. Je conclurai comme ça avec ce mot-là. Merci beaucoup, Béatrice, pour ces retours. Je pense que vous comprendrez pourquoi les intervenants qui viennent auprès des jeunes reviennent encore après, parce que chaque intervention étant différente, et ça nous amène à chaque fois à autre chose et on donne aussi autre chose. En tous les cas, merci beaucoup, Béatrice. Merci à toute l'équipe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur notre site. Vous verrez les animateurs de vos régions, en l'occurrence. Et puis, on est à votre disposition et on espère vous retrouver auprès des jeunes très bientôt.